Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la transition outre-Atlantique toujours aussi difficile. D'ici au 20 janvier, Donald Trump semble résolu à faire avancer à marche forcée un certain nombre de dossiers, quitte à embarrasser, vous le verrez, la prochaine présidence. Les États-Unis où Barack Obama vient de publier ses mémoires. Le premier tome, Terre promise, vient de sortir. Tirage à 3 millions d'exemplaires que les Américains notamment devraient s'arracher. Et puis le Pérou a un nouveau président, troisième président en une semaine, tout juste investi. Francisco Sagasti a promis de mettre un terme à la crise politique inédite que traverse le pays. Dans 2 mois, Joe Biden prêtera donc serment et deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. D'ici là, Donald Trump, qui refuse toujours de concéder sa défaite, aura encore son mot à dire sur plusieurs dossiers, sur la scène internationale notamment. Ces derniers jours, le président sortant avance à marche forcée au pas de charge en matière de diplomatie, quitte, vous allez le voir, à savonner la planche à la prochaine administration. Stéphanie Pérez. Il lui reste 2 mois avant de quitter la Maison-Blanche. 2 mois que Donald Trump pourrait utiliser pour laisser le moins de marge de manœuvre possible à son successeur. Le président sortant pourrait d'abord s'attaquer à la présence militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan, en accélérant le retrait des troupes américaines, une très populaire promesse de campagne. Selon les médias américains, le Pentagone aurait reçu des instructions pour faire rentrer 2000 des 4500 soldats d'ici la mi-janvier. Une décision jugée prématurée dans son propre camp par le très influent chef des Républicains au Sénat. Un retrait rapide maintenant des troupes d'Afghanistan, cela ferait du mal à nos alliés. Et ça satisferait ceux qui nous veulent du mal. Autre dossier, l'Iran, la bête noire de Donald Trump. Selon la presse américaine, il aurait envisagé de frapper un site nucléaire iranien avant de quitter la Maison-Blanche. Les hauts responsables consultés sur des options d'action lui auraient vite déconseillé par peur de faire dégénérer le conflit. Dans ce bras de fer entre les 2 ennemis historiques, la réaction iranienne n'a pas tardé. À toute action contre le peuple iranien, il sera apporté une réponse dévastatrice. Terrain glissant. Joe Biden a indiqué vouloir ouvrir une nouvelle séquence diplomatique avec les Iraniens. Dans la série des sujets sensibles, l'Alaska. Donald Trump accélère la procédure de vente des concessions pétrolières et gazières dans cet État américain de l'océan Arctique. Contre l'avis des défenseurs de l'environnement qui veulent protéger ce refuge des ours polaires. Et contre l'avis de Joe Biden qui s'est lui engagé à préserver la zone concernée de toute activité de forage. Joe Biden qui a fait de la gestion du Covid l'une de ses priorités. Pendant la campagne, on s'en souvient, le président élu avait promis un vaccin gratuit pour tous s'il était élu. Une vaccination qui pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. La mise sur le marché de 2 produits apparaît imminente aujourd'hui. 2 laboratoires américains, Pfizer et Moderna, viennent d'annoncer avoir mis au point un produit efficace à 95%. Une victoire sur le front sanitaire bien sûr, mais sur le front diplomatique aussi. Un vaccin avant Noël. Pour les États-Unis, le pari semble gagné. L'agence américaine du médicament pourrait autoriser celui de Moderna et de Pfizer dans la première quinzaine de décembre. C'est absolument extraordinaire pour moi de pouvoir développer ce vaccin et de voir une méthode qui permet de prévenir la maladie avec une telle efficacité. Moderna, une société de biotechnologie américaine, a annoncé la création d'un vaccin efficace à 94,5% contre la Covid-19. Celui des laboratoires américains Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech serait efficace, lui, à 95%. 2 géants de l'industrie pharmaceutique américaine ont donc ainsi pris la tête de la course au vaccin. Ces 2 vaccins utilisent la même plateforme technologique, très éloignée des technologies conventionnelles. Elle implique l'ARN, c'est-à-dire que la molécule fournit l'information aux cellules du corps humain qui produit ensuite les antigènes. Selon l'Institut PitchBook, pendant le second trimestre 2020, plus de 6,4 milliards de dollars ont été investis dans l'industrie pharmaceutique américaine, du jamais vu dans ce secteur. D'ici 2021, les États-Unis pourraient avoir accès en tout à 1 milliard de doses, de quoi vacciner ces 330 millions d'habitants. Si les vaccins américains seront a priori les premiers disponibles, ils ne seront sans doute pas les plus vendus dans le monde. Le prix de celui de Pfizer et de BioNTech est estimé à $39,
$50 pour celui de Moderna, contre seulement $4 pour celui sur lequel travaille le groupe suédo-britannique AstraZeneca. Ces deux vaccins doivent aussi respectivement être conservés à -70 et -20 degrés. Un problème logistique de taille pour leur distribution dans les pays pauvres. La Russie, quant à elle, travaille sur une nouvelle version de son vaccin qui pourrait se garder dans un réfrigérateur classique. Les États-Unis, où un livre très attendu vient de sortir. Le premier tome des mémoires de Barack Obama, Une terre promise, a été tiré à 3 millions d'exemplaires outre-Atlantique, un chiffre colossal pour l'éditeur qui n'a pas hésité à miser sur le 44e président. L'éditeur a effectivement versé, et c'est notre chiffre de la semaine, $65 millions pour la parution de 2 livres. Ce premier numéro sorti simultanément dans 23 pays, dont la France. Que nous apprend-il exactement? Élément de réponse tout de suite avec nos confrères de France 2. Regardez. I want to tell a more personal story that might inspire young people considering a life of public service. 800 pages pour raconter la course d'une ascension et la course du monde. Publié dans 23 pays, traduit en finnois ou en vietnamien et en français chez Fayard, les mémoires de Barack Obama ressemblent au lancement d'une super production d'Hollywood. Avec bande-annonce sur les réseaux et des montants de cinéma, l'éditeur américain Crown a négocié avec les époux Obama un montant record de près de 60 millions d'euros en échange de leur mémoire. Ce libraire de Washington vient de placer le livre sur ses présentoirs. Ce genre de livre attire une clientèle très large et financièrement, ça va nous aider dans cette période compliquée. Ça va être le livre de l'année et notamment de la période des fêtes. Barack Obama raconte ses années d'université à Columbia, quand il entendait le cliquetis des verrouillages de portières de voitures, quand lui, l'étudiant noir, marchait dans la rue. Il raconte aussi comment, devenu président, il doit justifier son acte de naissance à Hawaï et affronter une campagne mettant en doute sa citoyenneté, lancée par un certain Donald Trump. Il détaille également cette nuit du 1er au 2 mai 2011, quand il donne l'ordre de l'assaut sur la maison d'Oussama Ben Laden au Pakistan, contre l'avis de Joe Biden, qui estimait l'opération trop incertaine. Ce premier tome des mémoires d'Obama s'arrête en 2011. La suite est encore à venir. Notre image de la semaine à présent, c'est cet habitant du Nicaragua totalement désœuvré après le passage de Iota dans la région de Puerto Cabeza. Cet ouragan, rétrogradé en tempête tropicale, a frappé toute une partie de l'Amérique centrale. Le Nicaragua bien sûr, mais aussi la Colombie, le Panama ou encore le Honduras. Des pluies diluviennes ont accompagné ces vents extrêmes. Les dégâts sont par endroits considérables. On déplore par ailleurs au moins 9 morts au total. Le Pérou a ça y est un nouveau président élu lundi par les députés. Francisco Sagasti a été officiellement investi le lendemain. Il est le 3e chef de l'État désigné en un peu plus d'une semaine. Son accession au pouvoir doit mettre un terme à la crise politique que traverse le pays. Elliot Samuel. Devant l'ensemble des députés, Francisco Sagasti prête serment pour devenir le nouveau président du Pérou après une semaine de crise politique. Son objectif est clair, ramener le calme au plus vite dans le pays. Desde el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de atender lo más urgente, lo prioritario entre esas demandas, pero haciéndolo respetando la estabilidad y el equilibrio. Porque si no lo hacemos, perdemos todos. Francisco Sagasti a été élu par le Parlement lundi, devenant le 3e président du pays en un peu plus d'une semaine. Après la destitution de Martín Vizcarra par les députés pour des soupçons de corruption, son successeur Manuel Merino a ensuite démissionné quelques jours plus tard. En cause, la colère de la rue et la mort de 2 personnes dans des manifestations violemment réprimées par la police. Le nouveau président est lui considéré à 76 ans comme une personnalité consensuelle. Una persona muy preparada y creo yo que en el gobierno transitorio que va a tener, que son 8 meses, esperamos realmente, no solamente yo, sino en realidad todos los jóvenes, que haga un buen gobierno, ¿no? Que en realidad cumpla las expectativas que todos estamos esperando y se acabe ya el tema de la corrupción. Francisco Sagasti a déjà promis que les élections présidentielles et législatives auront bien lieu en avril prochain et qu'elles seront transparentes.
Allez, avant de nous quitter, ces images du Mexique où avait lieu le traditionnel festival international de montgolfière, un rendez-vous annuel qui avait lieu cette fois dans l'état de Guanajuato. Une centaine de ballons de différentes formes, dont Bob l'éponge, vous le voyez ici, ont pris d'assaut le ciel sous les yeux de quelques centaines de spectateurs sur place. Une centaine seulement au lieu du demi-million habituel. Épidémie de coronavirus oblige. La majorité des spectateurs étaient conviés cette fois à suivre l'événement en ligne. Voilà, on va se quitter là-dessus. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure, même continent. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.france24.com. À très vite.